Christian Daigle, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il est président général du SFPQ, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Alors, comme ça fait 4 semaines qu'on ne s'est pas parlé, Christian, il y a beaucoup de sujets de discussion qui attirent ton attention et sur lesquels tu veux développer ce matin. On peut peut-être commencer avec ce fameux projet de loi 89, donc, dont on parle beaucoup, parce que ça a une incidence phénoménale sur les relations de travail. Ça vous plaît pas, je pense, au SFPQ, ce projet-là. En fait, ça ne plaît pas du tout dans les milieux syndicaux. Si je ne m'abuse, rappelle-nous un peu c'est quoi le projet de loi 89. Le projet de loi 89 vient changer les relations de travail parce que le gouvernement va pouvoir déterminer des services qu'il juge essentiels et restreindre le droit de grève à ce moment-là. Ça nous touche moins, nous, au niveau du gouvernement du Québec, mais ça touche beaucoup plus mes collègues dans les autres syndicats. On parle CSN, CSQ, au niveau de l'éducation, beaucoup également avec les grèves. On voit une attaque direct envers les grèves qu'il y a eu l'automne 2023 avec les négociations nationales. Donc, même dans les services qui seraient des services privés, où est-ce que le gouvernement déterminerait que certains services, vu qu'ils ne sont pas donnés parce que les syndiqués feraient la grève, il voudrait, lui, à ce moment-là, forcer le retour au travail. Donc, il empêcherait la grève, il référerait ça au niveau du ministère du Travail pour qu'il y ait une espèce de médiation, qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau des relations de travail, mais qui donnerait peut-être rien en bout de ligne, parce que l'employeur, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va s'asseoir sur ses lauriers, il va faire une proposition monétaire qui est complètement aberrante, qui est en deçà de ce que quelque chose de serait normal en termes de négociation pour laisser perdurer ça, laisser se morpionner un petit peu les relations de travail. Et quand on va vouloir faire la grève, mettons au niveau de la Société de traversée du Québec, après ça, au niveau des autres compagnies privées qui donneraient des services qu'on juge nécessaires à la population, ça, les transports, mettons, au niveau du camionnage, des choses comme ça, automatiquement, on viendrait perdre ce pouvoir-là, ce levier-là de négociation pour les syndicats. Il y a une espèce de discrétion qui serait donnée au gouvernement, dans le fond, tout de à choisir fait. ce qui est essentiel puis ce qui ne l'est pas. Exactement. C'est ça la difficulté qu'on se retrouve avec ce projet de loi-là. Et il n'y a pas rien pour remettre le balancier. On avait, de par les années passées, il y a 20 ans, 25 ans à peu près, mis en place la loi anti-SCAB, qui empêchait une compagnie d'embaucher des gens pendant qu'il y avait une grève pour faire la job. Donc, on venait établir un rapport de force en disant, si l'employeur et le syndicat ne réussissent pas à négocier comme il faut, l'employeur peut faire un lockout, comme les syndicats peuvent aller en grève, parce qu'en bout de ligne, ce sont les gens qui travaillent qui perdent du salaire. La compagnie, elle, de son côté, peut perdre également des investissements, peut perdre à ce moment-là du profit également. Donc, il y avait un équilibre qui se faisait. Là, en faisant ce projet de loi-là, on vient débalancer complètement ça et on vient même attaquer le droit constitutionnel qu'on a au niveau de la grève. Donc, l'arrêt Saskatchewan, comme l'arrêt Health Services à l'époque en Colombie-Britannique, avait garanti un droit de grève, avait garanti des négociations saines entre l'employeur et les syndiqués. Donc là, on vient débalancer ça et c'est sûr qu'il va y avoir des attaques au niveau des tribunaux face au projet de loi si jamais ils poursuivent dans la même direction. Dans le projet, il n'y a pas une espèce de juridiction qui est donnée au tribunal administratif du travail pour ultimement trancher les litiges? C'est ça? Dans certains cas, il y aurait une espèce d'arbitrage qui pourrait se faire, mais ce n'est pas nécessairement direct. Il va y avoir une référence au ministère du Travail pour amener un médiateur, pour amener quelqu'un pour essayer de dénouer l'impasse des négociations. Mais à partir du moment où l'employeur a plus besoin, lui, d'aller de l'avant en disant je vais aller en médiation, pas de problème, mais je ne bouge pas de mes positions avec des propositions monétaires ou des changements au niveau de la convention collective qui seraient vraiment catastrophiques pour les syndiqués, puis qu'eux autres ne bougent pas, il n'y a rien qui va se passer. On le voit présentement dans certains conflits où est-ce qu'on a arrêté le conflit de travail, mais est-ce que ça n'a rien changé? Il y a présentement des syndicats qui essaient de faire avancer leurs négociations. On beau être en médiation dans le ministère du Travail, mais l'employeur ne bouge pas de ses positions, il n'y a rien, puis ils ne peuvent pas faire la grève à ce moment-là. Donc, on est coincé à ce moment-là avec des situations conflictuelles qui ne se règlent pas, puis des conventions qui sont à échéance et qui ne se renouvellent pas non plus. Il en est où, ce projet-là, actuellement? Le projet de loi, les commissions parlementaires ont lieu. Donc, la semaine dernière, c'est là que les grandes centrales syndicales se sont fait entendre avec une fin de non-recevoir complète du ministre Jean Boulet. Il ne les écoutait même pas. Lorsqu'il aurait pu leur poser des questions pour amener des réponses et essayer d'avoir un échange, il ne faisait qu'un monologue pendant les 15-20 minutes qu'il avait. Et par la suite, on passait au parti d'opposition. Donc, il n'y avait même pas une écoute qui se faisait, il n'y avait même pas de questionnement qui se faisait de la part du ministre Boulet. Donc, c'est sûr que les syndicats, on va talonner le ministre pour essayer d'avoir justement un impact et d'avoir un changement au niveau du projet de loi, quitte à l'abandonner complètement parce que pour nous, il est illégal. Un autre projet de loi, le 84, celui-là sur l'intégration nationale. Effectivement, le projet de loi 84 sur l'intégration nationale, on parle beaucoup des nouveaux arrivants, des gens qu'il faut intégrer à la société québécoise. Le projet de loi en soi peut être intéressant. La difficulté qu'on a, c'est
les services publics ne suivent pas présentement et ne suivront pas non plus par la suite. On veut que les gens qui arrivent au Québec s'intègrent à la société québécoise, qu'ils s'acclimatent également avec la situation qu'on a au Québec, avec le climat qu'on a au Québec, avec les régions qu'on a au Québec. La langue. La langue également aussi. Donc, on parle de francisation, on parle de services publics. Quand on veut accompagner ces gens-là, pour pas juste qu'ils s'installent dans la région de Montréal et les environs, mais qu'ils soient partout au Québec les bienvenus, il faut que des services publics arrive également avec ça. Donc, on parle de francisation, effectivement. On parle après ça d'intégration au marché du travail. On parle d'éducation également pour les gens qui arrivent avec des familles et qui veulent s'établir dans ces endroits-là. Donc, il faut qu'on puisse avoir ces services publics-là pour les accompagner, ce qui fait défaut présentement et ce qui n'amène pas des nouveaux budgets aussi pour le faire. Donc, on a de plus en plus de gens qui arrivent au Québec et on a moins en moins de services pour les accompagner à travers ça. Donc, nous, on a fait des représentations. On était là en commission parlementaire cette fois-là, oui, pour parler avec le ministre Roberge et ses acolytes pour le faire savoir que le projet de loi avait du bon, mais qu'il n'y avait pas les budgets pour suivre et qu'il n'y avait pas les budgets pour permettre que ce projet de loi se réalise correctement dans l'intégration. Donc, il faut modifier le projet de loi. Il faut amener des modifications positives à travers ce projet de loi-là aussi, mais amener les budgets surtout qui vont permettre une bonne intégration des nouveaux arrivants et leur permettre d'avoir une contribution qui va être bénéfique à la société de leur part, puis qu'ils puissent, eux autres aussi, aimer ce Québec-là avec une terre d'accueil aussi pour eux. Bien, parlant de budget, puis parlant d'argent, il y en a un qui a été présenté il y a une semaine par le ministre des Finances, Éric Girard. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christian? Colère, inquiétude, difficulté majeure, découragement. Là, on peut prendre tous les épithètes négatifs, malheureusement, et les passer au crible. Là, c'est l'enfer. Vous entendiez-vous à ça? On s'attendait, un déficit record annoncé qui justifie, au fond, le plafonnement donc des enveloppes qui sont données à presque tous les ministères. On s'attendait à un budget difficile avec les attaques que Trump a également fait au niveau des États-Unis envers le Québec. On a déjà parlé par le passé aussi. Mais avec le déficit record, c'est le déficit que la CAQ a créé également aussi. Il ne faut pas dire qu'il y a un déficit et puis la CAQ n'y est pour rien. C'est elle qui l'a fait en se privant d'impôts à 1,7 milliard de revenus par année qu'elle se prive. Il y a à ce moment-là des difficultés. On arrive avec 7 milliards qu'on n'a pas dans les coffres de l'État parce qu'on a fait des promesses, on a fait des remboursements pour des élections, on a fait plein de petites choses. On a coupé sur des revenus qu'on aurait pu avoir au niveau de l'État. On maintient la sous-traitance à un très haut niveau. Donc, on se coupe de revenus. Et de l'autre côté, après ça, on dit on a des déficits, on n'a pas le choix, on va couper, on va amener moins de services. Donc, on voyait, oui, un déficit de ce point dans l'horizon, mais on ne pensait pas qu'il allait être si grand que ça. Donner un exemple, dans les services publics, dans les ministères et organismes, on prévoit un budget augmenté de 1,3 %, alors que l'augmentation salariale, qui, au niveau de la dépense dans les ministères, est la plus grosse dépense, elle va augmenter de 2,6 %. Donc, c'est moitié moins. Donc, on sait en partant que les baux, les renouvellements, mettons, de mobilier de fondamental doivent se faire à un rythme peut-être moindre que par les années passées, mais on ne sera pas capable de maintenir le rythme avec les employés en poste. Ce qui veut dire des coupures de services. Moins d'employés pour donner les services. Et le protecteur du citoyen, dans 57 organismes, a déposé un rapport dévastateur en disant qu'on n'avait pas la capacité de donner des bons services publics, on était en sous-effectif, qu'on n'était pas capable de rendre les missions de l'État auxquelles les ministres sont redevables. Donc, en n'ayant pas ces capacités-là, puis en ayant encore moins de budget pour y arriver, les ministères criaient déjà, Famine criait déjà auprès de leurs ministres en disant « S'il vous plaît, aidez-nous, redonnez-nous des moyens. » Et là, on donne encore moins de capacité d'y arriver. Alors, pour nous, c'est catastrophique comme budget pour les services publics à la population. Pour nous, comme syndicat, oui, on va perdre un peu de membres, mais c'est surtout les services auxquels les gens s'attendent, les citoyens du Québec s'attendent, des services en région qui vont être coupés. On va dire, on amène l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a ses limites et elle ne peut pas compenser pour des services en direct. Elle va faire ça. On vous dit ça dans l'appareil gouvernemental? On compte sur l'intelligence artificielle oui, dans tout à fait. Même dans le budget, on en parle également aussi. Oui, on parle qu'on va investir dans les technologies pour justement pallier au manque d'effectifs qu'il peut y avoir. Donc, dans les centres d'appel, ça va être maintenant une machine qui va répondre aux gens avec les difficultés qu'on y croise, des cas qui sont particuliers aussi. C'est pas, j'appelle pas pour savoir combien que j'ai sur ma carte de crédit, comment je dois, puis comment je dois payer pour le prochain mois. C'est 80% des appels, mettons, de Mastercard, Visa et compagnie. Quand j'appelle au niveau des services publics, que je suis une personne qui est à l'aide sociale, qui a besoin de réintégrer son emploi, quand je suis quelqu'un qui a un accident de travail, qui m'en va à la CNESST, quand je m'en vais au tribunal administratif du logement parce que je veux contester comment fonctionne mon propriétaire pour me donner, puis là, ça va commencer bientôt, là, ça a déjà commencé, même les renouvellements de baux au niveau des locataires. Bon, ben, on a besoin de parler à quelqu'un
en personne. Oui, parce qu'on a une situation qui n'est pas standard. On a une situation qui est individualisée, puis on veut parler à un humain à qui on peut raconter notre histoire. Oui, puis qu'il y a un dossier sur nous également. On a des dossiers dans ces gens-là, dans ces ministères-là, et on n'est pas capable de parler à quelqu'un. Puis c'est pas une machine qui va nous permettre d'aller chercher l'information, comme on peut le faire avec une compagnie avec des documents ou des informations standardisées. Alors, on est complètement dépendant des employés de l'État, et il y en a de moins en moins pour donner ces services-là à la population. Très inquiétant. Tout ça, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. On se revoit dans 2 semaines. Merci à vous. Une bonne journée. Vous voulez entendre des